Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Alors, vous avez certainement vu que hier, j'ai fait un live à propos de cette vidéo de Blast, ce média de gauche, extrême gauche français qui s'intéressait à l'initiative sur la limitation de la population à 10 millions, l'initiative sur la durabilité en Suisse. Donc j'ai fait un live, c'est forcément plus fouillis, et par ailleurs je suis une brêle sur le plan technologique. Donc dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est synthétiser les points forts de ce qui est sorti hier pour comprendre en fait comment certains arguments sont construits. Donc c'est pas une vidéo où je vais dire s'il faut voter oui ou non à cette initiative. Moi j'ai dit ce que j'en pensais dans une vidéo membre, comme vous le savez, mais cette vidéo, elle s'intéresse plus à la vision du monde de ces gens chez Blast qui combattent l'initiative qu'elle ne porte sur le projet lui-même. Alors, première chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Première chose qui m'a frappé dans la vidéo de Blast, c'est qu'elle ouvre sur Thanos. Est-ce que vous vous souvenez de quand Thanos a supprimé la moitié de la population de l'univers d'un simple claquement de doigts? La Suisse veut faire à peu près la même chose. Bon, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas, il y a des similitudes. Dès le début, vraiment dès les premières secondes, il y a une référence répétée à la notion d'éradication de population entière. Donc on est dès le début dans une caricature du débat, c'est-à-dire qu'on parle d'une limitation de l'immigration, alors on peut être d'accord ou pas, mais enfin on fait tout de suite une allusion à quelque chose comme un génocide. D'ailleurs, un peu plus loin dans la vidéo, on parle de claquement de doigts génocidaire. C'est cela, oui. Alors, on va quand même déjà poser un tout petit peu le cadre du fameux génocide. On est un peu plus de 9 millions en Suisse. L'initiative dit que quand on sera 9 millions et demi, il faudra prendre des mesures pour qu'on ne dépasse pas les 10 millions. C'est-à-dire qu'on laisse encore 1 million de personnes entrer, ce qui est quand même assez particulier comme génocide. Par ailleurs, les arguments des initiants eux-mêmes accepte l'idée qu'on ait à peu près, je crois que c'est dans le livret officiel, je crois que j'ai encore vu ça ce matin, on parle de, je crois, 40 000 personnes qui entreraient encore chaque année. Donc voilà, on parle d'une initiative qui porte sur les futures entrées et fixe un seuil démographique. Alors on peut être d'accord ou pas, mais enfin assimiler ça à une volonté génocidaire, voilà, c'est complètement faux puisque de l'aveu même, enfin selon les estimations même des initiants qu'ils acceptent, en fait la population continuerait d'augmenter pendant des années. Et donc il y a un moment qui m'a frappé dans cette vidéo, je le relevais hier pendant le direct, c'est cette question qu'il pose à un moment, le présentateur, il dit mais que deviendra-t-il des habitants excédentaires ? Alors qu'est-ce que c'est que cette mesure? Pourquoi cette décision? Que vont devenir les habitants excédentaires? Justement, si l'idée c'est de limiter l'immigration, c'est-à-dire l'entrée de nouveaux habitants, il n'y aura pas d'habitants excédentaires. Enfin, c'est prendre le problème par le mauvais bout. Donc pourquoi ce truc m'a déjà énervé? Parce que en fait, je pense qu'il faut discuter de ces questions sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, enfin peu importe, mais on doit en discuter à l'aune de vraiment de ce que le texte dit, aussi du contexte politique suisse. Parce que vous savez qu'il y a des critiques, par exemple dans le camp souverainiste, si on pense à la Ligue vaudoise, qui est un mouvement qui est pas connu pour être follement migratolâtre, voilà, disons ça comme ça, ils sont opposés à l'initiative parce qu'elle impose un truc extrêmement centralisateur à tous les cantons selon eux. Ça, c'est des critiques qui sont fondées, c'est des critiques qui s'appuient aussi sur une certaine conception du droit, où on se dit oui, mais est-ce que c'est sa place dans la Constitution d'avoir un texte aussi détaillé sur cet objet, etc. C'est des questions sérieuses et traitée sérieusement, mais de dire que on veut faire un génocide donc c'est pas bien, c'est évidemment une caricature et ça n'apporte absolument rien au débat. Donc c'était un premier truc qu'il fallait débunker. Ensuite, deuxième point, l'argumentation de Blast, c'est de dire que cette idée de durabilité cache toujours quelque chose. Un texte qui prétend lutter contre les bouchons, contre le trop grand nombre de constructions de logements. C'est pour le confort de la population, on vous dit. Blast suggère que les initiants cachent leur xénophobie derrière des arguments écologiques ou de durabilité. Voilà. Et en fait, ça c'est parfaitement... Alors je sais pas, le bonhomme qui parle se présente comme suisse, mais je veux dire, bon, peut-être qu'il n'a pas lu un journal depuis quelques années, mais enfin, les personnes qui sont derrière cette initiative, l'UDC, n'ont jamais caché
qu'ils étaient très sceptiques quant à la montée de l'immigration en Suisse, et ça depuis des décennies. Les initiants n'ont jamais caché que l'immigration était au cœur de leurs préoccupations. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Moi, si on me demande mon avis, je dirais que oui, ils ont tort d'attribuer une sorte de causalité unique à tous les problèmes de la Suisse. C'est pas la faute des migrants et surtout pas de la mauvaise immigration telle que la présente l'UDC. C'est pas à cause de ces gens-là que les loyers augmentent dans certaines régions, quitte à enchasser la classe moyenne. Donc oui, il y a des critiques à faire, mais de dire qu'il cache un argument, en fait, même dans le document qu'on reçoit avec notre bulletin de vote, il parle, je sais plus, d'islamisation rampante ou de choses comme ça. Alors, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas? Voilà, vu la nature de l'immigration qui vient en Suisse et les pays d'où elle vient, je suis pas sûr qu'elle charrie beaucoup d'islamisation rampante avec elle. Donc, je peux avoir des désaccords avec ça, mais il faut discuter de ce que les gens disent et pas des intentions qu'on leur prête. Le sujet affiché a toujours été le contrôle de l'immigration. Alors on peut juger le diagnostic erroné, on peut le reprocher, c'est ce que je fais, d'expliquer tous les problèmes par l'immigration, alors que l'immigration, à l'évidence, apporte aussi des choses à la Suisse. Il y a des régions qui ont besoin d'immigration, il y a des régions qui ont peut-être besoin qu'elle soit stoppée. Et c'est le principe suisse, c'est que c'est pas une réalité uniforme entre Zurich et le Jura bernois, c'est pas la même chose. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas sérieusement prétendre que ces gens cachent leur motivation. Voilà. Troisième point, ce qui m'a frappé, c'était ce qui est en fait l'argument central finalement de la vidéo, c'est que cette initiative menacerait les accords avec l'Union européenne. Et ça, c'est quand même, je trouve, extrêmement surprenant de la part d'un média de gauche plus ou moins radical de défendre l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont défendre une Europe post-démocratique, post-libérale, dans le fond, une Europe qui a fait se soulever tous les agriculteurs du continent contre elle il y a encore quelques mois. À coups de klaxons et de pétards, des milliers d'agriculteurs originaires de toute l'Europe sont venus faire pression sur les chefs d'État réunis en sommet aujourd'hui. Eh bien, on nous présente cette Europe comme un partenaire tellement indispensable, tellement parfait, là où nous, avec cette saloperie de démocratie directe, on serait des sortes d'enfants, d'adolescents mal élevés. Donc on présente les accords, notamment les accords de libre-échange, comme un avantage évident pour la Suisse. Dans la vidéo, le gars de Blast nous dit que la Suisse bénéficie de ces accords. Mais enfin, la question que je pose, c'est quelle Suisse exactement en bénéficie? La Suisse, ça n'existe pas comme ça. Il y a les intérêts du patronat, c'est pas forcément ceux des salariés. Il y a les intérêts de l'habitant qui est proche de la frontière, qui voit les colonnes de frontaliers chaque jour. C'est pas forcément celui qui vit, c'est pas forcément les mêmes intérêts que celui qui vit au cœur de Zurich et qui se farcit pas ça tous les jours. Les intérêts des investisseurs immobiliers aussi, c'est pas forcément les mêmes que ceux des locataires. La pression démographique fait flamber, fait monter la valeur de leurs biens. Le locataire, ça fait 50 balles chaque année. Enfin voilà, donc de présenter ces accords comme un bénéfice pour toute la Suisse, non. Il y a des gens qui en bénéficient, il y a des gens qui n'en bénéficient pas. Il y a toujours des profiteurs, non, mais il y a des gens qui sont en situation de domination, il y a des gens qui sont simplement dominés et qui subissent les effets de la libre circulation. Il y a des catégories qui gagnent beaucoup et il y en a qui en subissent les conséquences concrètes. Les conséquences concrètes, c'est le deal quand on sort de la gare tous les soirs, c'est les loyers qui flambent, c'est aussi ça. Il y a des avantages bien sûr, mais c'est aussi ça. Donc de dire uniquement que la Suisse bénéficie de ces accords, c'est parler d'un point de vue européen, c'est parler du point de vue de Bruxelles. Donc le débat démocratique, pour moi, c'est quoi ? C'est justement c'est arbitrer entre des intérêts qui peuvent être divergents. On voit que ces gens-là ont déjà choisi... ce qui manifeste dans le fond, c'est une étrange passion, je dirais, pour Bruxelles. En fait, c'était ce que je disais dans mon live, c'est qu'on a un média qui se réclame de l'anticapitalisme et qui se livre à une défense très énergique et assez admirable en réalité des mécanismes qui sont associés à la mondialisation économique. En gros, la Suisse se couperait totalement d'énormément d'accords de coopération économique et politique avec les autres pays du continent.
et ça aurait beaucoup de conséquences, notamment de manière assez ironique, des conséquences sur le nombre de demandeurs d'asile. C'est intéressant pour moi parce que ceux qui connaissent un peu la chaîne, qui ont fait les archives dans mes vidéos, voient que mes références, c'est pas des références tellement libérales, c'est plutôt des références de socialistes classiques, voilà. Et historiquement, la gauche critiquait quoi? Les traités de libre-échange, la mise en concurrence des travailleurs, le dumping social, le pouvoir des technocraties, etc. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est de voir que ce sont des gens qui se présentent comme critiques du pouvoir, qui défendent ces mécanismes dès lors qu'ils sont portés par l'Union européenne. Donc voilà, ça c'était une contradiction que j'ai soulevée hier. Et il y a une contradiction qui est, je pense, la contradiction des contradictions. C'est celles qui font, un moment dans la vidéo, ils font référence à Malthus, qui présente comme un prêtre. Ça colle aussi pas mal avec une grande tradition politique suisse, le malthusianisme. Thomas Robert Malthus, c'est un prêtre et économiste britannique qui a développé des théories politiques sur la surpopulation. Alors, il était prêtre anglican, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais prêtre qui aurait eu une influence incroyable sur la Suisse à travers les siècles. Donc on a ce long développement sur Malthus, sur l'eugénisme, les stérilisations, les enfants placés, etc. Bref, toutes les choses des choses que la Suisse a faites, et des choses dramatiques. Mais l'objectif implicite de Blast, quand ils font ça, c'est d'associer l'initiative actuelle à cette histoire dramatique. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est ce que je soulevais hier, c'est que ces politiques, elles ont été soutenues par des milieux très divers, mais enfin, elles sont quand même étroitement liées à la montée de la social-démocratie. Et là, ça sort pas de mon chapeau, je cite un article, vous pouvez le lire, il est en ligne. Cet article s'appelle « État et contrôle de la sexualité reproductive, l'exemple des politiques eugénistes dans les démocraties libérales, Suisse, Suède et Royaume-Uni ». C'est un texte de Véronique Mottier, écrit en 2012 dans Politique et Société. Je vous mettrai la ref dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que effectivement, on peut pas dire c'est un truc de gauche, c'est un truc de droite, c'est politique et tout ça, mais on voit quand même qu'il y a eu une influence. Elle parle de fusion d'idéologie social-démocrate avec des idées eugénistes, lié au fait que la pensée social-démocrate tenait fermement à l'idée d'une tenait fermement à l'idée d'une responsabilité de l'État envers ses citoyens. Et elle cite notamment Auguste Forel, eugéniste suisse, qui plaidait pour une social-démocratie intelligente et scientifique. Alors qui était ce monsieur Forel? C'était un des progressistes de l'époque. Il était socialiste, il était pacifiste, il adhérait à une forme de religion universelle qu'on a oubliée. Enfin bref, ce qu'on voit, c'est que ce sont d'éminents sociaux-démocrates qui ont poussé ce genre de choses-là. Elle dit encore: il est important de souligner que les politiques eugénistes n'étaient pas promues uniquement par la gauche. Cependant, dans des contextes nationaux comme en Suède ou en Suisse, le soutien des sociodémocrates à l'eugénisme joua un rôle politique crucial en matière de traduction des idées eugénistes dans des politiques publiques. Donc voilà, effectivement, on voit que c'est notamment ce qui a fait que le canton de Vaud, le canton où je vis, la région où je vis, a été pionnière avec des stérilisations forcées qui ont été acceptées dès 1928. Voilà, mais ça, sous la pression de qui? Sous la pression de gens qui sont en fait les ancêtres de ceux qui nous font la leçon, là où les conservateurs, et particulièrement les catholiques d'ailleurs, étaient opposés à ces choses-là au nom de la sacralité de la vie. Donc c'est faire un faux procès, en plus c'est introduire une erreur historique en présentant ce bonhomme comme un prêtre, alors que il était prêtre anglican, c'est pas la même chose, quoi. Voilà, c'est juste pas la même religion, même dans le fond. Voilà. Donc, si on synthétise, l'eugénisme n'était pas le monopole d'une droite nationaliste caricaturale, ou caricaturée par Blast, et l'histoire, telle qu'il la présente, telle qu'il l'utilise dans leur séquence, c'est un outil de culpabilisation. Et je trouve, en fait, très très malhonnête intellectuellement, et c'est hyper malhonnête intellectuellement, on peut pas faire pire que ça. Au lieu d'examiner une proposition, dire ses avantages, ses inconvénients, ce qui est comment on fait les choses normalement dans un jeu démocratique digne de ce nom, eh bien là on les cherche à les relier aux pires épisodes du XXe siècle, en oubliant effectivement l'affiliation qu'on a plutôt soi-même avec ceux qui les ont portés.
En dernier lieu, il y a un tabou, à mon avis, dans cette vidéo, puis ça c'est un truc que j'ai déjà expérimenté dans pas mal de contenus opposés à cette votation. Ce tabou, c'est le refus de la limite, quoi. En fait, c'est le point le plus intéressant de toute la vidéo, c'est que il y a un rejet instinctif qui est exprimé dans l'idée qu'un peuple puisse fixer une limite. Et alors on parle tout le temps de limites écologiques, on parle de limites énergétiques, des limites de la croissance, de sobriété. Il y a même un passage où on nous cite un bonhomme qui nous dit qu'une sobriété volontaire, etc. pour sortir de... Enfin bon bref voilà. Mais dès qu'il s'agit de démographie, la notion de limite devient tabou. En fait, ce que prône Blast, et c'est un discours qui est parfaitement à l'unisson du discours du patronat, c'est l'idée qu'il faudrait toujours plus de flux, de mobilité, de croissance, d'échanges, de libre circulation, etc. Et c'est intéressant parce que cette logique, c'est une logique qui relève complètement du libéralisme économique. Donc je pense qu'il y a une pensée, en fait... En fait, c'est un peu la contradiction interne à la gauche depuis le tournant de la rigueur en France, depuis le début des années 80, c'est-à-dire que ne défendant plus une politique réellement socialiste, ils plaident pour le progressisme. Et quand ce progressisme est attaqué finalement par une droite qui se révèle moins libérale qu'elle, alors là elle réagit avec beaucoup de véhémence, parce que finalement elle ne sait pas quoi opposer à ça. Donc voilà, c'était les points que je voulais relever. On récapitule. Débat caricaturé puisqu'on nous parle de génocide, idée que l'initiative cacherait quelque chose alors qu'elle est très claire, voire même obsessionnelle sur le sujet de la migration, idée que la Suisse bénéficierait de la libre circulation et pas nos voisins, ceux qui prennent d'ailleurs les salaires suisses pour payer des impôts en France, les régions voisines en profitent bien, ça je peux vous dire, la passion de l'extrême gauche pour Bruxelles, un usage de l'histoire malhonnête, et puis cette idée qui la traverse, c'est le refus de la limite. Maintenant, en conclusion, moi, mon propos, c'est pas de défendre cette initiative pour des raisons fédéralistes, pour des raisons où je suis pas très à l'aise avec cette distinction, enfin non, je suis même très mal à l'aise avec cette distinction entre le bon et le mauvais migrant, ça me gêne, je pense que moi je suis plus facilement ami avec ce qu'on appelle des mauvais migrants, dans le fond, donc voilà, je défends pas nécessairement le truc, je suis content qu'on puisse voter, en fait c'est ça le truc, c'est que je suis content qu'on puisse voter sur un sujet sérieux. Voilà, mais enfin, toujours est-il que Blast mobilise des arguments qui sont faibles ou qui sont caricaturaux pour contrer la proposition de l'UDC, et puis je pense que le débat démocratique mérite un peu mieux que des accusations de génocide déguisé. En gros, on peut être favorable ou opposé à l'immigration, ça j'ai pas de problème, mais il faudrait au moins commencer par décrire honnêtement les positions de ceux avec lesquels on est en désaccord. Par exemple, on nous dit l'initiative raciste de l'UDC. Alors, qu'elle soit charriée et qu'elle soit sous-tendue par un certain racisme chez des initiants ou chez des défenseurs, on peut penser à ces gens qui ont fait ce jeu vidéo absolument dégueulasse où il fallait chasser des femmes voilées. C'est une certitude, mais le texte lui-même, il parle d'une limitation de la population. Il vous dit pas selon que les gens sont jaunes, noirs ou blancs. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de racial. Donc voilà, moi ce qui m'a frappé dans cette vidéo et ce qui me frappe dans le discours, parce que c'est pas la seule, je viens de voir un truc encore du temps qui parle exactement de la même manière, avec en plus une musique anxiogène, complètement folle, ce qui montre d'ailleurs la fusion entre des purs capitalistes qui s'assument et des anticapitalistes qui ne trouvent comme combat de substitution que le fait de taper sur moins libéraux que mais à droite. Voilà, ce qui m'a frappé, c'est pas ce que ces vidéos disent de l'initiative, mais c'est qu'elles révèlent une incapacité croissante à discuter sereinement de limites, de frontières et de démographie. Moi, vous savez, je défends un souverainisme assez antiraciste. Je pense que les frontières sont saines. Je pense que l'Allemagne, par exemple, a rétabli des frontières. Je pense qu'elle a raison de le faire. Et je vois pas pourquoi la Suisse ne pourrait pas le faire simplement parce qu'elle risque de se faire taper sur les doigts par le grand frère. Non, on est un pays souverain et je suis ravi que le peuple puisse s'exprimer là-dessus, quel que soit le vote que je réserve à cette initiative. Voilà, j'ai essayé de tirer au clair ce que j'ai essayé de vous dire ça fait long quand même, mais ce que j'ai essayé de vous dire à travers ma vidéo hier.
Hier soir, je suis pas hyper à l'aise en live, ça va être plus confortable de faire les choses comme ça avec mes points déjà préparés. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et puis peut-être je pourrais faire un live, je crois que c'est possible de faire un live pour les membres de la chaîne, par exemple le soir de la votation, donc le 14. Je serai assez chaud pour faire ça, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous botte dans les commentaires et le cas échéant à devenir membre de la chaîne, ça me soutient beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.